Alors, je vous présente rapidement M. François Dugré, professeur, c'était la matinée des professeurs de cégep, professeur de philo au cégep de Saint-Hyacinthe. Il a été récipiendaire du prix Condorcet des Saules en 2020 pour son témoignage dans le cadre du procès contre la loi 21. Il est membre du conseil d'administration du Rassemblement pour la laïcité. Il est aussi auteur de plusieurs chroniques d'opinions et d'articles de fond dans différentes revues et dans les médias. Il abordera aujourd'hui enseigner la laïcité au collège, sortir du dialogue de sourds et muets. Monsieur Dugré, à vous. Alors, bonjour tout le monde. Bon, je vois qu'on m'entend bien. Oui, c'est une forme de témoignage par rapport aux 16-17 dernières années où j'ai pu enseigner la laïcité au niveau collégial. J'ai pu partager, disons ça ainsi, la même solitude que Louise. Il y a ici, dans les rares personnes qui ont pu faire ça au niveau collégial. Donc, une forme de témoignage. Beaucoup de choses vont se recouper, donc je vais pouvoir couper et insister sur des aspects un peu plus nouveaux, bien sûr. Donc, d'abord, commencer avec le commencement. Le collégial, Guy Rocher en est un artisan, on le sait, il y a plus de 10. C'est une création de la commission parents pour sortir un peu, évidemment, d'enseignement classique. L'idée, donc, je donne le sens de l'acronyme CEGEP, hein, c'est le Collège d'enseignement général et professionnel. Donc, dès le départ, c'était l'idée de faire se côtoyer des étudiants du préuniversitaire en offrant une formation générale et des gens du secteur technique, donc avec une formation qualifiante directement pour le marché du travail. La commission parents a bien vu qu'il n'y avait aucune contradiction entre former l'homme, le citoyen et le travailleur, et que c'était un lieu justement d'échange qui devait être propice. Et c'est un modèle qui a pu être examiné de près, notamment en Europe, particulièrement en Allemagne. Guy Rocher a pu revenir pour les 50e anniversaires du niveau collégial et il n'a jamais caché, on l'a encore vu hier dans la petite vidéo, qui favorisait l'intégration citoyenne par la laïcité. Hein, c'était le départ. Lui-même a connu l'enseignement religieux. Je pense que ceux qui ont vécu au Québec le savent pour ses différents témoignages. Je peux rappeler qu'au moment de la fondation des cégeps, et là je prends aussi la parole de Guy Rocher des années plus tard, c'est pas mal toujours les mêmes idées qui reviennent, mais dans le devis ministériel, par exemple, on visait précisément un équilibre entre la formation générale et la spécialisation, mais 3 visées à cette formation-là. Donc, former des citoyens aptes à vivre en société de façon responsable. On tourne toujours pas mal autour de cette idée-là. Avec les années, parce qu'on fait semblant de changer, mais l'idée, le nœud reste là. Capable d'intégrer les acquis de la culture et pouvant maîtriser la langue comme outil de pensée, de communication et d'ouverture sur le monde. La philosophie, dans le cadre de cette formation générale-là, va chercher plus précisément à favoriser, je vais prendre la plus vieille définition et la plus simple de philosophie, l'examen de soi et des autres, la pensée critique, la rigueur, l'autonomie intellectuelle, en se frottant aux questions fondamentales qui ont irrigué et alimenté notre civilisation, ses institutions et bien sûr aussi ses politiques. Alors, il y a un détour par l'histoire dans les cours de philosophie, dans les 3 désormais, avant il y en avait 4, ça ne signifie pas une transmission, bien évidemment, passive d'une doctrine incontestée, ce qui est souvent un a priori des élèves qui arrivent. Il s'agit au contraire, à la fois grâce et souvent malgré des conflits sanglants, difficiles, essentiellement avec les autorités donc, religieuses et les autorités politiques. Hein. On a fait fermer les écoles philosophiques, et c'est le début un peu dans l'Empire chrétien, je vais en toucher un mot tout à l'heure. Ben, c'est la transmission justement d'interrogations, de méthodes, de débats, souvent contradictoires, mais libres. C'est le grand truc. Et tout le monde connaît sans doute la toile de Raphaël, donc l'école d'Athènes. On voit en son centre Platon et Aristote qui semblent se disputer. Ils sont en débat. Hein? Donc, il n'y a pas l'unanimité. On voit des gens vaquer à toutes sortes de discussions, d'activités, voire de l'astronomie, Ptoléméien, et ainsi de suite. Bon. Alors, ça illustre parfaitement cette espèce de débat constant et qu'on cherche bien sûr à civiliser. Je vais y revenir. Plus spécifiquement encore, le premier cours de philosophie, qui s'intitule Philosophie et rationalité, comporte, je rentre dans le jargon pédagogique, un élément de compétence qui suppose de savoir distinguer entre les savoirs ou les discours, philosophiques, scientifiques et religieux. Comme j'ai fait mes études graduées en philosophie grecque, même si je suis porté à avoir plus de plaisir, disons, a priori, à enseigner éthique et politique, j'ai investi ces derniers cours-là, les dernières années, ce cours-là essentiellement.
Alors, quelle est cette expérience dont je veux témoigner un peu? Nadia m'a permis de couper dans le texte parce que je veux parler du fameux cours éthique et culture religieuse qui a été implanté en 2008. Donc, ça vient façonner un peu l'esprit des étudiants que nous avons. La chose que je dois souligner, c'est évidemment le fait que on doit presque tout reprendre à zéro. Hein? Et j'ai enseigné dans 5 cégeps différents, Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, même si le portrait est un peu sombre, évidemment? Donc, sauf pour les croyants eux-mêmes, une connaissance superficielle, voire nulle, des religions monothéistes. Et encore et peut-être surtout une peur bleue d'en traiter de façon critique. Et là, il y a une nouveauté. Hein, les cégeps sont la première institution comme telle nouvelle laïque dès le départ. Il y a là quelque chose de nouveau et de plus difficile pour les étudiants et étudiantes, bien sûr. Donc, une autre expérience révèle rapidement quelque chose de constatable, un libéralisme assez vague, je ne dois pas tellement vous étonner, qui semble aller de pair avec un relativisme mou, qui ne problématise à peu près rien et qui se satisfait, au moins au premier abord, on peut aller plus loin, mais c'est la première approche, d'une tout aussi molle tolérance. Vivre et laisser vivre, comme tout, si tout allait s'harmoniser dans le meilleur des mondes. Et certains ont pu voir Justin Trudeau profondément troublé lorsqu'il y avait des conflits entre des musulmans et des juifs au Canada pour dire, mais voyons, le pays post-national, comment est-ce possible? Hein? Là, je pense qu'on l'a senti ébranlé. J'avais partagé cette impression-là avec Nadia. Je dis, c'est très exactement ce qu'on a vu. Hein? Là, il y a un choc du réel soudain. Bon. Sans qu'il soit nécessaire, évidemment, de rattacher tout cet état d'esprit simplement au cours ECR. Lui-même participe d'une vague de pensée plus large. On se demande dans quelle mesure ce cours-là, ce programme-là, a pu renverser pareille tendance. Au contraire, il semble bien sûr l'avoir alimenté. Alors, les intentions des concepteurs du programme éthique et culture religieuse, c'est une chose. Comment c'est enseigné par les professeurs dans tel ou tel contexte? Là, je vous assure, l'expérience, et j'en ai discuté avec eux, et je le vois par les questions que je peux leur poser sur des choses qui semblent de base, le spectre est très, très large. Hein? On peut compter à peu près sur rien. Encore une fois, donc, on repart à zéro. Il ne faut pas trop présupposer. Des gens peuvent connaître des choses, mais on s'adresse à la classe et pas à tel individu, évidemment. On repart complètement à zéro. Donc, ça a été souligné aussi par Nadia dans un livre aussi, La face cachée du cours ECR, dirigé par Daniel Barry et Normand Baillargeon. Donc, oui, le manque de formation a été épinglé, le manque de formation, pardon, des enseignants a été épinglé dès le départ. Qui s'intéresse des gens, des générations qui enseignent présentement vraiment aux religions? On s'en débarrasse. Donc, l'appétit n'est pas nécessairement là. Comment en traiter? Alors ça fait partie des écueils du programme. Et on l'a souligné aussi, les manuels qui renvoient à des stéréotypes, des assignations identitaires, ces choses-là. Moi, j'ai travaillé plus particulièrement, disons, puis ça va être l'apport ici, sur ce plan, sur ce point, la justification du refus du débat critique sur les religions dans le cours ECR. Et ça m'interpelle en tant que professeur de philosophie qui doit faire exactement le contraire dans le premier cours de philosophie. Alors ici, c'est au fondement même du programme, ce refus donc de toute pensée critique. C'est formellement interdit donc dans le cours de CR. Alors c'est une des compétences développées dans ce cours-là, manifester une compréhension du phénomène religieux, ça signifie aucunement en être critique. Alors, pourquoi? Bon, plusieurs choses peuvent être dites, mais je vais aller à l'essentiel. La première finalité poursuivie par ce programme, c'est la reconnaissance de l'autre, qui va s'inscrire dans le courant de pensée contemporain d'une politique de reconnaissance qui encourage une affirmation du principe de l'égalité entre les choix de vie, les cultures et les religions. Alors, on est passé progressivement, j'ai envie de dire un peu malignement, ou plutôt régressivement, c'était souligné aussi par Louise, une égalité de respect que l'on doit à la dignité des individus en tant que sujet de loi morale. Tout le monde connaît un peu son Kant, c'est le b.a.-ba de notre modernité, à une égalité de respect envers les croyances qui alimentent les choix de vie des gens. Alors, dans le vocabulaire même du devis ministériel du programme de CR, je cite, donc la reconnaissance de l'autre est liée au principe selon lequel toutes les personnes sont égales en valeur et en dignité, d'où l'importance pour chacune d'entre elles d'être reconnue, c'est pas un mot par hasard, notamment dans sa vision du monde, c'est-à-dire dans son regard que chacun porte sur soi et sur son entourage et qui oriente ses attitudes et ses actions. Alors on le voit, on va jusqu'à commander le respect des croyances de tout un chacun.
Dans les 2 livres que Georges Leroux a pu consacrer au programme ECR, il croit pouvoir se justifier avec la philosophie de Kant, justement. Mais si on lit Kant, notamment pour être un peu technique dans la doctrine du droit, rien n'est plus faux. Face à un jeune qui a des croyances ineptes, on peut le corriger, mais pas en brimant sa dignité, en l'humiliant, mais en lui donnant les moyens d'essayer de comprendre. Catherine Ketzler a fait des développements qui vont dans ce sens-là hier. Ça en est noyau dur. Donc, Georges Leroux parle d'une hospitalité infinie vis-à-vis des croyances des autres. Mais si on doit justement refuser tout dialogue, c'est ce que je me suis plus appelé le dialogue de muet. On ne peut rien dire, c'est strictement interdit. Et c'est même précisé que si des élèves se mettent à critiquer une croyance, l'enseignante doit intervenir pour dire non, on ne va pas là. Il doit y avoir hospitalité infinie à l'égard des croyances de tout un chacun. Donc, pour les philosophes dans la salle, Kant est passé à la moulinette de Derrida. On mélange 2 choses, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'idée d'hospitalité infinie à l'égard de toutes les bêtises. C'est assez incroyable. Rien n'est distingué dans les notions floues de religion, de culture religieuse comme telle, puisqu'on ne fait même pas la distinction entre un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel. Alors là, je saute puisqu'il restait si peu de temps. Face à un tel constat, même si c'est le premier cours de philosophie, je dois quand même apprendre ce qu'on pourrait appeler le b.a.-ba du libéralisme. En gros, donc, qu'il y a des conflits entre les droits individuels, entre ceux-ci et les droits collectifs. Et comme je passe par Benjamin Constant, qui fait un texte si clair et si vrai à cet égard, et si prémonitoire des dangers de la modernité, les gens vont trouver leur bonheur dans les libertés individuelles. Mais Constant montre déjà qu'il faut qu'il y ait un État et donc une liberté proprement politique, une souveraineté pour faire valoir ces droits-là. Qu'est-ce que les droits de l'homme sans un État? C'est toute la question des apatrides, notamment qu'Hannah Arendt a pu soulever. Hein, la question des apatrides au XXe siècle et désormais au XXIe siècle, ça prend un État pour faire valoir ça. Puis il faut que l'État en ait le goût profondément. Et avec la CAQ, évidemment, on se demande à quel point ils n'ont pas voulu en disposer, passer à autre chose, mais ça va revenir. C'est comme le refoulé, évidemment. Ça revient toujours. Quelque chose comme la stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique, hein, qui a été adoptée par le Qatar dès l'an 2000, va littéralement instrumentaliser ce droit à la différence pour empêcher l'intégration des musulmans, la perte de la culture musulmane en Occident. C'est un programme piloté par le haut avec énormément d'argent. On le sait tous, j'insiste pas trop. Donc, cette confusion entre les croyances et les croyants, pour reprendre les termes même de Louise, c'est un relativisme inconsistant qui favorise évidemment un récit victimaire où toute loi semble imposer de l'extérieur, un État auquel on ne veut pas adhérer, auquel on s'identifie d'aucune façon. Ça semble oppressif. Et très paradoxalement, cette confusion-là peut conforter un dogmatisme qui peut être intransigeant. C'est ça le paradoxe fou, là. Ce relativisme-là peut se retourner en son contraire. Alors, ça a été dit, Mandana Javan le soulevé, d'autres aussi, il faut passer par une certaine émotivité et dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'enjeu. Pour faire voir l'importance de la laïcité, personnellement, je passe par un film qui s'appelle Agora, où on voit la philosophe Hypatie, qui philosophe à Alexandrie, si je peux caractériser grossièrement la fin de la haute antiquité, puis ça va basculer vers l'empire chrétien. Donc le christianisme s'instaure comme religion officielle, qui bannit toute forme non seulement de religion, mais d'expression publique des autres religions. C'est la fin de l'Antiquité, si on me permet de généraliser ainsi. Et ça va toucher beaucoup les étudiants. Ça touche beaucoup de thèmes du premier cours, c'est bien. On peut partir de là pour dire, il y a une femme philosophe, qui plus est, il n'y en a pas tant que ça dans l'histoire, ça marque aussi, et qui se fait assassiner par ce qu'on appelle des parabalénies, donc des soldats du Christ au service de Cyril, qui devient le Saint Cyril, hein, qui c'est le nom du boulevard à Québec, qui est quand même un drôle de zigoto. Alors, c'est comme ça. Il semble qu'il ait été canonisé parce qu'il a développé une belle mariologie. Bon, alors, voilà pour ça. Alors, j'en profite pour montrer des tensions, évidemment, entre les libertés individuelles et le droit collectif. Avec le film Agora, j'en profite pour traiter du problème théologico-politique, parce que là aussi, la question du pouvoir spirituel est temporelle, ses médiations, ses déchirures, comment ça a fonctionné, c'est très difficile. On peut partir de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu.
Le volet laissé libre par César va prendre l'ampleur dans l'histoire. Évidemment, là, je mets les bottes de Septieux. Il pourrait épouser le langage de Henri Peña-Ruiz. On peut dire que César devient Marianne. On institue évidemment des principes de la laïcité. Bon, rapidement, j'enseigne bien sûr les 4 principes de laïcité qui ont été évoqués souvent, je n'ai pas besoin. Moi, je mets l'accent sur 2 principes qui gagnent à être explicités. Certains le font, puis même dans la loi française, ce n'est pas assez mis de l'avant, me semble-t-il. À savoir, mais ça peut recouper peut-être, comme le disait Louise, la liberté de conscience, mais je mettrais de l'avant, surtout dans le domaine de l'éducation, le principe d'émancipation, d'être capable d'arracher les gens à leur milieu familial, la transmission donc non critique de toutes ces valeurs-là. Le lieu d'éducation, c'est le lieu même d'émancipation. On a intérêt à le mettre de l'avant. Et 6e, dernier principe, celui d'intégration civique, d'intégration citoyenne. Alors, je peux l'illustrer par contraste. On songe à la communauté Toche à Boisbriand. Hein? Comme c'était souligné, l'instruction est obligatoire, mais pas l'école. Eh bien, ça donne des gens qui sont parfaitement peu émancipés, on ne peut pas dire pas du tout de leur communauté, sauf à rompre. C'est très difficile pour eux. Et il n'y a pas d'intégration citoyenne. On l'a vu lors de la COVID. C'était les gens les plus réfractaires et qui protestaient ouvertement. Ou alors aussi l'arrêt assez fameux, désormais, entre le Wisconsin, donc, et Yoder, où on a autorisé de limiter l'instruction obligatoire des enfants amish à 14 ans plutôt que 16 ans, au nom, je cite, d'une justice préférentielle. Et nos partisans de la laïcité ouverte ne trouvent pas un mot à dire contre ça. C'est quand même assez inquiétant. Il n'y a pas d'intégration citoyenne. Ils ont une vie agraire, une vie qui ne nécessite pas de comprendre les choses pour s'intégrer dans une société. Et l'État laisse aller. Hein. Il y a là, évidemment, un drame. Donc, évidemment, pour favoriser l'intégration, l'appropriation de ces différents principes-là, comme Louis, je l'ai fait pendant plusieurs années, je vais soulever toutes sortes de cas dans les médias, des politiques de d'autres pays. Si on va vers la Déclaration des droits de l'homme en islam, je vous assure que ce n'est pas une tâche facile, hein, ça crée différents enjeux. Mais est-ce qu'on a le choix? J'aurais voulu revenir sur l'importance de la liberté académique, mais c'est notre boulot. Alors, je ne veux même pas passer pour un héros parce qu'on est si peu à l'avoir fait au Québec. On fait ce qu'on a à faire. Mais je vais inviter les gens à poser des questions pour que tu puisses répondre après. Merci. Donc, tu as suggéré la question. Merci, François.